Bonjour à vous, fidèles compagnons de la chaîne Savoir avant de dormir. Cette nuit, alors que les lumières du dehors s'éteignent peu à peu et que l'espace autour de vous devient silencieux, je vous invite à entreprendre avec moi un lointain voyage. Détendez votre corps, trouvez une position bien confortable dans votre lit douillet et prenez une profonde inspiration. Nous n'allons pas voyager avec nos pieds, mais avec notre esprit, traversant des millions de kilomètres d'espace sombre pour atteindre une planète à la teinte rouge, mélancolique mais fascinante. Mars. Cette planète, notre voisine si proche, a longtemps été la source d'inspiration d'innombrables récits, mais derrière le calme apparent de ses déserts poussiéreux et de ses vents de sable aride, Mars cache un douloureux secret. Celui d'un passé glorieux aujourd'hui disparu. Il fut un temps où cet endroit n'était pas le cimetière glacial que nous connaissons. Il fut un temps où le ciel de Mars était aussi bleu et où les vagues de l'océan venaient aussi murmurer sur le rivage sablonneux. Pourquoi un monde si plein de vie est-il devenu aussi désolé? Cette nuit, nous chercherons ensemble la réponse, doucement et lentement, au rythme de votre respiration. Fermez les yeux et laissez l'histoire de Mars vous emporter dans un sommeil profond. Quand vous imaginez Mars dans votre esprit en ce moment même, la première image qui apparaît est probablement une couleur rouge éclatante, semblable à celle d'une vieille brique ou de la rouille qui s'accroche aux anciennes épaves. Mars, telle qu'elle apparaît dans l'objectif des sondes spatiales modernes, est une planète aux extrêmes rigoureux. C'est un monde où le silence règne en maître, seulement brisé de temps à autre par le sifflement d'immenses tornades de poussière haute de plusieurs kilomètres, balayant les vastes plaines. Si vous pouviez vous tenir sur la surface de Mars en ce moment, vous vous trouveriez dans un désert gigantesque, plus vaste que n'importe quel désert sur Terre. Sous vos pieds, il n'y aurait pas de sable fin comme au bord de la mer, mais une fine poussière, semblable à du talc, riche en oxyde de fer. C'est précisément ce qui donne à la planète sa couleur caractéristique. Ici, le ciel n'a pas le bleu doux de notre patrie. Pendant la journée, le ciel martien arbore une teinte rosée ou jaune-orangée laiteuse à cause de la poussière en suspension. Et lorsque le crépuscule tombe, un phénomène étrange se produit. Au lieu d'être rougeoyant comme sur Terre, le coucher de soleil sur Mars revêt une teinte bleutée et fantomatique, d'une beauté étrangement solitaire. L'atmosphère de Mars est aujourd'hui incroyablement ténue, d'une finesse à peine croyable. Si nous la comparons à celle de la Terre, la densité de l'air à la surface de Mars représente moins d'1% de la densité au niveau de la mer chez nous. Son principal composant est le dioxyde de carbone, qui constitue environ 95%. On y trouve un peu d'azote, un peu d'argon, et seulement de minuscules traces d'oxygène et de vapeur d'eau. Vous ne pourriez pas y respirer. Et la pression atmosphérique est si basse que, sans une combinaison spatiale spécialisée, les liquides de votre corps se mettraient instantanément à bouillir et à s'évaporer. La température sur Mars est une ode au froid glacial. Située à environ 70 millions de kilomètres plus loin du Soleil que la Terre, Mars reçoit beaucoup moins d'énergie. Lors d'une journée d'été des plus chaudes à l'équateur de Mars, la température peut atteindre environ 20 degrés Celsius, un chiffre plutôt agréable. Mais dès que le Soleil se couche, la température chute de manière vertigineuse, pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés Celsius, voire moins 125 degrés Celsius dans les régions polaires. Cet écart de température terrible est dû à une atmosphère trop fine, incapable de retenir la chaleur du Soleil pour réchauffer la planète pendant la nuit. Aux deux pôles de Mars, il y a des calottes glaciaires permanentes d'un blanc éclatant, scintillant sous la faible lumière du Soleil. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence. La majeure partie de cette glace n'est pas de l'eau gelée comme nous la connaissons, mais de la glace carbonique, du dioxyde de carbone solidifié par le froid extrême. En hiver, l'atmosphère de Mars devient si froide qu'un quart du dioxyde de carbone de l'air gèle et tombe au sol comme des flocons de neige sèche, ce qui élargit les calottes polaires. À l'arrivée de l'été, cette glace se sublime directement en gaz, créant de puissants vents qui soufflent sur toute la planète. Bien que d'apparence calme, la topographie de Mars nous raconte des histoires d'une époque violente. On y trouve Olympus Mons, le plus grand volcan de tout le système solaire. Il est 3 fois plus haut que notre mont Everest
est si vaste que si vous vous teniez à sa base, vous ne pourriez même pas voir son sommet, car il se trouverait au-delà de l'horizon en raison de la courbure de la planète. À côté se trouve Valles Marineris, un système de canyons gigantesques, long de plus de 4000 km et profond de 7 km. Si on le plaçait sur une carte de la Terre, il s'étendrait de la côte à la côte ouest des États-Unis. Ces merveilles géologiques sont aujourd'hui toutes endormies, sans plus aucune coulée de lave en fusion, sans plus aucun mouvement géologique puissant. Mars est comme un musée du temps, où tout semble figé dans un silence éternel. Cependant, c'est au milieu de cette désolation que les scientifiques ont trouvé d'étranges indices. Ils ont observé des lits de rivières asséchés, jonchés de galets, des plaines qui ressemblent aux vestiges d'un déluge cataclysmique, et des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau liquide. Ces preuves soulèvent une grande question. Que s'est-il passé? Comment une planète qui avait autrefois des fleuves puissants, de profonds océans, et une atmosphère épaisse pour la garder au chaud, a-t-elle pu devenir la momie glaciale que nous voyons aujourd'hui? L'histoire du déclin de Mars n'est pas un accident soudain, mais un processus qui s'est étalé sur des milliards d'années. C'est le récit d'un combat inégal entre une petite planète et l'agressivité de l'espace cosmique. Mars a autrefois possédé toutes les conditions nécessaires pour devenir une seconde Terre. Mais le destin en a décidé autrement. Alors que nous sombrons peu à peu dans le sommeil, imaginons que nous remontons la roue du temps, retournant 4 milliards d'années en arrière, pour être témoins d'une Mars très différente. Une Mars verdoyante et pleine d'espoir. Le premier chapitre se termine sur l'image de Mars, rougeoyante dans la nuit noire. Nous avons vu son vrai visage actuel, un désert poussiéreux, glacial et dépourvu de vie. Mais ne soyez pas tristes, car dans le prochain chapitre, nous accompagnerons les rovers d'exploration à la recherche des cicatrices du temps, ces preuves éloquentes que l'eau a bel et bien été présente en ce lieu. Dans le silence de la nuit, alors que votre esprit commence à s'éloigner des soucis d'une longue journée, laissez-moi vous faire remonter le cours du temps. Nous ne nous arrêtons pas sur la Mars actuelle, une planète aride et poussiéreuse, mais nous retournons environ 4 milliards d'années en arrière. À cette époque, Mars n'avait pas du tout cette teinte rouge mélancolique. Au contraire, si vous l'aviez regardé depuis l'espace, vous auriez probablement vu une planète bleutée avec des bandes de nuages blancs flottant doucement, ne semblant en rien différente de sa sœur jumelle, notre Terre. Comment le savons-nous? Les scientifiques ne se contentent pas de spéculer. Les preuves de la présence d'eau sur Mars sont inscrites de manière claire et spectaculaire sur sa surface même, telles les cicatrices du temps racontant une jeunesse resplendissante. Les premiers indices qui ont stupéfié l'humanité sont venus de la visite de la sonde spatiale Mariner 9 en 1971. Lorsque les tempêtes de poussière mondiale se sont calmées, cette petite sonde a renvoyé des images qui ont complètement changé notre compréhension. Des réseaux de vallées entrelacés, ressemblant exactement à des lits de rivières asséchées. Imaginez à quel point ces anciennes rivières étaient majestueuses. Certains systèmes de vallées s'étendent sur plus de 2000 km, avec des méandres doux et sinueux, des affluents se jetant dans le cours principal, exactement comme l'Amazone ou le Mékong sur Terre. Pour créer des lits de rivières aussi larges et profonds de plusieurs centaines de mètres, l'eau a dû couler de manière persistante pendant des millions d'années, et non pas seulement lors d'inondations passagères. Cela prouve que, dans le passé, l'atmosphère de Mars devait être suffisamment dense et chaude pour maintenir l'eau à l'état liquide à sa surface, une chose qui semble impensable pour la Mars d'aujourd'hui. L'une des preuves les plus convaincantes réside dans les deltas fluviaux. Imaginez l'endroit où un grand fleuve se jette dans une mer ou un immense lac. Là, le courant ralentit et dépose des particules de boue, de sable et de gravier, formant une terre fertile en forme d'éventail. Sur Mars, dans un lieu appelé le cratère Jezero, le rover Perseverance de la NASA a trouvé un delta aussi parfait. À travers ces objectifs précis, nous voyons clairement les couches de sédiments superposés, témoignant d'une époque où cet endroit était un lac profond, alimenté par une rivière tumultueuse descendant des hauts plateaux. Les galets ronds et lisses, éparpillés dans l'ancien lit du lac, sont des preuves irréfutables. Seul un courant d'eau continu a pu polir les arêtes vives des roches pour leur donner des formes si douces. Ne se limitant pas à la géographie,
les robots explorateurs ont également joué le rôle de chimistes dévoués. Le rover Opportunity, au cours de son voyage historique, a découvert de minuscules particules que les scientifiques ont surnommées les myrtilles. En réalité, ce sont des sphérules d'oxyde de fer, qui ne peuvent se former que dans un environnement d'eau liquide riche en minéraux. De même, le rover Curiosity, en forant profondément dans les couches rocheuses du cratère de Gale, a trouvé des minéraux argileux. L'argile est un matériau spécial. Elle est le résultat de l'altération et de la transformation de la roche au contact de l'eau sur une très longue période. La présence d'argile et de sel de sulfate dans les anciennes strates rocheuses indique non seulement que l'eau existait sur Mars, mais aussi qu'elle avait une salinité et une neutralité appropriées, et qu'elle aurait même pu être potable si nous avions été là il y a des milliards d'années. Modèle. Allons encore plus au nord de cette planète. Là s'étend une vaste plaine, plate et bien plus basse que le reste de Mars. De nombreux scientifiques pensent que cette plaine était autrefois le fond d'un océan gigantesque, couvrant jusqu'à 1/3 de la surface de la planète rouge. Cet océan aurait pu atteindre des milliers de mètres de profondeur, contenant une quantité d'eau colossale, suffisante pour créer des vagues qui venaient se briser sur les falaises des hauts plateaux du sud. Imaginez un coucher de soleil sur l'ancienne Mars, lorsque la lumière du soleil se reflétait sur le vaste océan, créant des traînées de lumière scintillantes dans une atmosphère chaude et humide. C'est une vision grandiose qui ne subsiste aujourd'hui que dans le silence des couches rocheuses. La mission Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, avec ses instruments de balayage modernes, a également découvert les traces de terribles déluges. Il y a des régions déchirées par des courants d'eau dont le débit était des milliers de fois supérieur à celui du fleuve Mississippi, survenus lorsque d'immenses poches d'eau souterraines se sont soudainement rompues ou lorsque la glace a fondu brusquement sous l'effet de l'activité volcanique. Ces inondations ont balayé la surface de Mars, creusant de profonds canyons et emportant des rochers aussi gros que des maisons sur des centaines de kilomètres. Toutes ces preuves brossent un tableau complet d'un monde plein de vie. L'eau était présente partout, dans des lacs paisibles, dans des rivières tumultueuses et dans de vastes océans. L'existence d'eau liquide signifie que Mars possédait autrefois un cycle de l'eau similaire à celui de la Terre. L'eau s'évaporait pour former des nuages, la pluie tombait sur les montagnes et les forêts, bien que nous ne sachions pas encore s'il y avait des forêts, et retournait vers la mer. Mais alors que nous nous tenons au milieu de ces preuves éloquentes, une douce mélancolie apparaît. Pourquoi tout cela a-t-il disparu? Pourquoi les rivières ont-elles cessé de couler? Les océans se sont-ils asséchés, ne laissant derrière eux qu'une planète de poussière? C'est l'un des plus grands mystères de l'astronomie, et c'est aussi le cœur du voyage que nous entreprenons. Les cicatrices à la surface de Mars nous rappellent à quel point la vie et les conditions idéales peuvent être fragiles face à la puissance de l'univers. En terminant ce chapitre, nous avons affirmé une vérité importante. Mars fut autrefois une planète d'eau. Les lits de rivières, les deltas et les minéraux spécifiques nous ont raconté une histoire sur un passé glorieux. Nous avons vu des images concrètes de Galépolis et de vastes plaines qui étaient autrefois des fonds marins. Mais pour comprendre pourquoi ce paradis s'est effondré, nous devons regarder plus profondément dans la structure même de cette planète, en commençant par sa formation à l'aube du système solaire. Une agréable sensation se propage maintenant, vous plongeant dans un état de relaxation absolue. L'histoire des anciennes étendues d'eau se termine, laissant place au prochain chapitre sur les débuts de Mars. Nous découvrirons ensemble comment cette planète est née et pourquoi sa taille a joué un rôle si crucial dans son triste destin. Laissez votre esprit continuer à flotter librement dans l'espace infini, franchissant les barrières du temps pour retourner à une époque si lointaine que notre cerveau peine à l'imaginer. C'était il y a environ 4,6 milliards d'années, lorsque notre système solaire n'était pas encore formé, mais n'était qu'un gigantesque nuage de poussière et de gaz, tournoyant silencieusement dans l'obscurité de la galaxie. Ce nuage, que les scientifiques appellent la nébuleuse solaire, contenait les germes de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, de la chaleur du Soleil aux chaînes de montagnes sur Terre, et bien sûr, aux océans perdus de Mars. Dans ce silence, un événement grandiose s'est produit.
Une partie de l'immense nuage de gaz a commencé à s'effondrer sur elle-même. Peut être à cause de l'onde de choc d'une explosion d'étoiles voisines. En se contractant, le nuage a commencé à tourner plus vite, comme un patineur qui ramène ses bras contre son corps pour accélérer sa rotation. Au centre, la matière s'est compressée pour former une boule de feu gigantesque. C'était la naissance du Soleil. Autour du Soleil, le reste de la matière s'est aplati en un disque tournant, composé de poussière, de roches et de gaz comme l'hydrogène et l'hélium. C'était la scène où Mars et les autres planètes s'apprêtaient à naître. Dans ce disque poussiéreux, de minuscules grains de poussière ont commencé à entrer en collision et à s'agglomérer. Ce n'étaient d'abord que de petits grains de sable, qui ont progressivement grossi pour devenir des rochers, puis des objets gigantesques de plusieurs kilomètres de large que nous appelons des planétésimaux. Mars a commencé sa vie de cette manière. À une distance d'environ 230 millions de kilomètres du Soleil, des blocs de roches colossaux se sont heurtés avec une force effroyable, générant une chaleur si intense qu'elle faisait tout fondre. Mars était alors une sphère en fusion, rougeoyante comme une braise géante dans l'espace sombre. Le processus de formation de Mars fut incroyablement rapide. Selon les études les plus récentes, il n'a fallu qu'environ 5 à 10 millions d'années pour que cette planète atteigne sa taille actuelle. C'est une période très courte comparée aux centaines de millions d'années dont la Terre a eu besoin pour se former complètement. C'est cette formation trop rapide qui a doté Mars d'une caractéristique fatidique. Elle est comme un embryon de planète qui n'a jamais atteint son plein développement. Mars s'est arrêté à une taille d'environ la moitié de celle de la Terre, avec une masse d'environ seulement 10% de celle de notre planète. Cette taille modeste, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, fut le talon d'Achille, qui a empêché Mars de protéger son atmosphère et son eau. À cette aube, Mars se trouvait dans une position très favorable, juste à la limite de la zone habitable, là où la température du Soleil était juste suffisante pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. Lorsque la surface de la planète a commencé à refroidir, une croûte rocheuse solide s'est formée, enveloppant un noyau de fer et de nickel en fusion à l'intérieur. Une intense activité volcanique a commencé, crachant d'énormes quantités de gaz des entrailles de la planète. C'était du dioxyde de carbone, de l'azote et de la vapeur d'eau. Cette couche de gaz a enveloppé la planète, créant sa première atmosphère primitive. À cette époque, cette atmosphère était très dense, créant une pression suffisamment élevée et un puissant effet de serre pour maintenir la température à la surface de Mars à un niveau chaud. L'eau, source de la vie, a également commencé à trouver son chemin vers Mars. En plus de la vapeur d'eau libérée par les volcans, la jeune planète a été accueillie par des visiteurs des confins du système solaire. Il s'agissait d'astéroïdes et de comètes riches en eau qui se sont écrasés à la surface de Mars et ont libéré les quantités colossales d'eau qu'ils transportaient. Pendant des millions d'années, les premières pluies ont commencé à tomber sur la planète rouge. L'eau de pluie s'écoulait le long des pentes des volcans, s'accumulait dans les basses terres, formant les premiers lacs et océans. Le ciel de Mars était alors probablement resplendissant d'épais nuages, et l'air était saturé d'humidité. Essayez d'imaginer le paysage de Mars à cette époque. C'était un monde plein de vie et de changement. Le Soleil, bien que plus jeune, était alors très actif, émettant fréquemment de puissants vents solaires. Cependant, à ses débuts, Mars possédait un solide bouclier protecteur. Grâce à son noyau en fusion qui tournait encore à l'intérieur, la planète générait un champ magnétique puissant, l'enveloppant comme un cocon protecteur, empêchant les particules chargées du Soleil de pénétrer et de détruire son atmosphère. Mars était alors véritablement un paradis potentiel, une planète pleine d'espoir qui aurait pu nourrir la vie. Le commencement de Mars fut incroyablement parfait. Elle avait une température chaude, une atmosphère épaisse, de l'eau liquide, et même un champ magnétique protecteur. Si vous aviez pu vous y trouver il y a 4 milliards d'années, vous auriez vu un monde très semblable à notre Terre natale. Pourtant, pourquoi les choses n'ont-elles pas continué à évoluer dans cette direction? Pourquoi cette planète s'est-elle arrêtée dans son développement pour ensuite tout perdre peu à peu? La réponse se trouve au plus profond de la Terre, dans le cœur même de cette planète. La petite taille de Mars, héritée de l'aube du système solaire, est la source de tous les problèmes. Un objet plus petit se refroidit plus rapidement, tout comme une petite tasse de thé se refroidit plus vite qu'une grande théière.
Et lorsque le noyau de Mars a commencé à se refroidir, son bouclier protecteur a également commencé à se fissurer. Nous terminons ce chapitre sur l'image d'une Mars jeune, resplendissante et pleine d'eau. C'était l'âge d'or de la planète rouge, une période où toutes les conditions semblaient réunies pour un avenir glorieux. Mais les lois impitoyables de la physique cosmique avaient déjà commencé à opérer. Pour comprendre où ce déclin a commencé, dans le chapitre suivant, nous entreprendrons un voyage à travers les couches de roches pour explorer le cœur d'une planète, là où est gardé le secret de la vie et de la mort du champ magnétique de Mars. Votre respiration est maintenant devenue très douce, rythmée par chaque histoire. Laissez-vous simplement sombrer dans cette quiétude, alors que nous nous préparons à entrer dans un nouveau chapitre de l'histoire cosmique. Laissez votre esprit se poser, s'éloigner des images de rivières ou de vastes océans à la surface, pour m'accompagner dans un voyage à travers les entrailles de la Terre. Nous ne regarderons plus les couches de poussière rouge ou les falaises arides, mais nous plongerons au plus profond, là où se trouve le cœur de Mars. C'est en ce lieu abyssal que le destin de toute une planète a été scellé. Il y a des milliards d'années. Imaginez Mars comme un œuf géant qui refroidit lentement après avoir été sorti du four de l'univers. À ses débuts, lorsque la planète était encore en fusion, un processus merveilleux, appelé différenciation planétaire, a eu lieu. Les éléments les plus lourds, en particulier le fer et le nickel, attirés par la gravité, ont progressivement coulé vers le centre de la planète. Pendant ce temps, les éléments plus légers comme le silicium et l'oxygène sont remontés à la surface, un peu comme l'écume sur un bol de soupe, pour ensuite refroidir et cristalliser en une croûte rocheuse solide sur laquelle nos rovers roulent aujourd'hui. Au centre de Mars se trouve un noyau gigantesque, d'un diamètre d'environ 1500 à 2000 km. Les scientifiques, grâce à la mission de l'atterrisseur InSight de la NASA, un laboratoire de géologie moderne qui s'est posé sur Mars en 2010 à 8, ont écouté les pulsations provenant des profondeurs de la planète à travers les secousses sismiques. Grâce à cela, nous savons que le noyau de Mars n'est pas simplement un bloc de métal inerte. À l'aube de la planète, ce noyau était un océan de feu liquide et flamboyant, tourbillonnant violemment. Pourquoi un noyau en rotation est-il si important? Imaginez une petite dynamo sur un vélo. Lorsque vous pédalez, la roue fait tourner un aimant à l'intérieur d'une bobine, ce qui crée un courant électrique qui allume l'ampoule. Notre planète fonctionne selon un principe similaire, appelé l'effet dynamo planétaire. Un noyau de fer liquide, bon conducteur d'électricité et en mouvement constant de tourbillon en raison de la chaleur extrême de l'intérieur, génère un champ magnétique gigantesque. Ce champ magnétique n'est pas seulement constitué de lignes de force invisibles que l'on voit dans les manuels scolaires. C'est un bouclier protecteur inestimable qui enveloppe toute la planète contre les violentes tempêtes venues de l'espace. Pendant environ les 500 premiers millions d'années après sa formation, le cœur de Mars battait avec force. Son champ magnétique était alors probablement plus puissant que celui de la Terre aujourd'hui. Grâce à ce bouclier magnétique, l'atmosphère de Mars, riche en dioxyde de carbone et en vapeur d'eau, était protégée des assauts du vent solaire. L'eau liquide pouvait couler librement à la surface, et les premières formes de vie, si elles existaient, disposaient d'un abri sûr contre les radiations dangereuses. Cependant, une loi physique implacable a commencé à s'appliquer. Vous vous souvenez de la taille de Mars? Elle ne fait que la moitié de la Terre environ, et sa masse n'est que de 10%. Dans l'univers, la taille est une fatalité. Un objet plus petit perd sa chaleur beaucoup plus rapidement qu'un objet plus grand. Imaginez que vous ayez deux bols de soupe, un petit et un grand. Le petit bol de soupe sera complètement froid en quelques minutes, tandis que le grand bol fumera encore à gros bouillon. Il en fut de même pour Mars. En raison de sa taille modeste, la chaleur emmagasinée lors de sa formation initiale et provenant de la désintégration des éléments radioactifs dans ses profondeurs, s'est échappée trop rapidement dans l'espace. À mesure que la planète refroidissait, le noyau de fer liquide a commencé à perdre l'énergie nécessaire pour maintenir ses tourbillons violents. La baisse de température a ralenti les mouvements de convection du métal en fusion, puis les a progressivement stoppés.
Imaginez la dynamo du vélo qui se met à tourner de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus assez de force pour allumer l'ampoule. Il y a environ 4 milliards d'années, la dynamo de Mars a commencé à faiblir de manière significative. Le champ magnétique, unique bouclier protecteur de la planète, ne couvrait plus toute la surface, mais a commencé à se fragmenter en petites parcelles localisées. Telle une forteresse dont les remparts seraient tombés, Mars est devenu nu et vulnérable face à la puissance du Soleil. Le refroidissement du noyau n'a pas seulement entraîné la disparition du champ magnétique, il a également mis fin à d'autres activités géologiques importantes. Lorsque les profondeurs de la planète n'étaient plus suffisamment en fusion, les courants de convection qui animent le mouvement des plaques tectoniques se sont également arrêtés. Sur Terre, le mouvement des plaques continentales et l'activité volcanique continue aident à recycler le dioxyde de carbone, maintenant ainsi l'atmosphère en équilibre. Mais sur Mars, lorsque son cœur s'est refroidi, la planète est aussi devenue géologiquement morte. Les volcans, bien que gigantesques, ne recevaient plus de magma des profondeurs et le souffle de la planète, c'est, à dire le processus de dégazage volcanique qui réapprovisionne l'atmosphère, s'est peu à peu éteint. L'événement de l'arrêt du cœur de Mars fut un tournant tragique dans son histoire. C'est comme si un gardien silencieux mais dévoué était tombé, laissant un champ de fleurs magnifique sans protection face à une violente tempête. Les preuves de cet ancien champ magnétique sont encore préservées dans les bandes rocheuses des hauts plateaux du sud de Mars. Lorsque les orbiteurs les survolent, ils mesurent de faibles signaux magnétiques rémanant dans la roche, tels les échos d'un passé glorieux et lointain. Maintenant, prenez un instant pour ressentir ce silence. Au cœur de la Mars actuelle, le noyau est toujours là, mais il n'apporte plus ni vie ni protection à la planète. Il est devenu une masse de métal froide et inerte. C'est ce silence qui a ouvert la voie à l'invasion d'un ennemi venu de l'extérieur. Une fois le bouclier protecteur brisé, l'atmosphère de Mars s'est retrouvée confrontée directement à un voleur silencieux et impitoyable qui rôde en permanence au centre du système solaire. Pour comprendre comment l'atmosphère a été si douloureusement dépouillée, nous devrons lever les yeux vers le ciel, là où les vents solaires commencent à balayer. Nous terminons ce chapitre avec une compréhension plus profonde de l'importance du noyau planétaire. Sans un cœur chaud et en mouvement, une planète, même avec un départ parfait, ne peut maintenir sa beauté face à la rudesse de l'espace. Continuez à respirer calmement, lentement, et ressentez la sécurité et la chaleur de la Terre, notre planète chanceuse qui a su conserver son cœur ardent. Dans le chapitre suivant, nous assisterons aux conséquences immédiates de la perte du champ magnétique, lorsque le bouclier invisible se brise et expose une Mars vulnérable à la puissance de l'univers. Laissez votre esprit continuer à flotter dans le silence de l'espace, où les étoiles scintillent comme des grains de diamant sur un velours d'un noir profond. Nous venons d'en apprendre davantage sur le cœur de Mars, ce noyau de métal en fusion qui fut autrefois si actif. Maintenant, je vous invite à imaginer avec moi quelque chose d'invisible, mais de tout-puissant, un bouclier protecteur dont toute planète a besoin si elle veut entretenir la vie. Il s'agit du champ magnétique, aussi appelé la magnétosphère d'une planète. Imaginez, il y a 4 milliards d'années, Mars était entouré d'un réseau dense de lignes de champs magnétiques, s'enroulant gracieusement du pôle sud au pôle nord. Ce bouclier, invisible à l'œil nu, enveloppait la planète comme un cocon protecteur, s'étendant sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Il se tenait là, silencieux et résistant, pour affronter les plus terribles tempêtes venant du Soleil. Sans ce bouclier, la fine atmosphère que Mars avait mis tant de soin à construire aurait été comme une maison sans toit face à un ouragan. Au premier jour du système solaire, notre Soleil était une jeune étoile, rebelle. Il n'émettait pas seulement de la lumière et de la chaleur, mais projetait aussi en continu de puissants flux de particules chargées, voyageant à des millions de kilomètres par heure. Les scientifiques appellent cela le vent solaire. Imaginez ces vents comme un torrent de particules atomiques minuscules, mais extrêmement énergétiques, prêtes à balayer tout ce qui se trouve sur leur chemin. Lorsque ces vents frappaient Mars, ils se heurtaient au bouclier magnétique. Grâce à la puissance de la dynamo, au cœur de la planète,
le bouclier déviait habilement ses particules chargées, les forçant à contourner la planète plutôt que de percuter son atmosphère. Mais comme nous le savons, le destin de Mars a basculé lorsque son noyau a commencé à refroidir. À mesure que le flux de métal en fusion ralentissait, les lignes de champ magnétique ont commencé à faiblir. Imaginez ce cocon protecteur, autrefois aussi solide qu'une muraille, qui commence à se fissurer. Au début, il ne s'agissait que de petites brèches, mais peu à peu, le bouclier planétaire de Mars s'est déchiré en lambeaux. Ce fut un processus lent et silencieux. Au lieu d'un champ magnétique unifié protégeant l'ensemble de la planète, il ne restait plus à Mars que de petits îlots de magnétisme, dispersés à quelques endroits sur sa croûte rocheuse. Les scientifiques l'ont découvert grâce à la sonde spatiale Mars Global Surveyor. En survolant les hauts plateaux du sud de la planète rouge, la sonde a détecté d'étranges signaux magnétiques émanant des roches anciennes. C'étaient des souvenirs magnétiques, verrouillés, dans la pierre depuis des milliards d'années, comme un journal intime qui dirait « Il y avait autrefois ici un grand bouclier ». Lorsque ce bouclier invisible s'est brisé, l'atmosphère de Mars a été officiellement projetée en première ligne. Sans protection, les molécules de gaz comme le dioxyde de carbone, l'azote et surtout la vapeur d'eau se sont retrouvées face aux particules à haute énergie du Soleil. Ces particules agissaient comme des balles microscopiques, bombardant continuellement la plus haute couche de l'atmosphère martienne. À chaque collision, elles transféraient une énergie colossale aux molécules de gaz, les faisant se déplacer si vite qu'elles échappaient à la faible gravité de la planète et s'envolaient dans l'espace infini. Essayez d'imaginer une vieille maison au bord de la mer. Tant que les brise-vents et la digue sont solides, la maison reste en paix. Mais une fois la digue rompue et les arbres abattus, chaque rafale de vent salé et chaque vague violente commenceront à éroder chaque brique, chaque porte, jusqu'à ce que la maison ne soit plus qu'un tas de ruines. Il en fut de même pour Mars. La perte de son champ magnétique fut le premier coup de feu, annonçant l'effondrement d'une planète bleue. Dans le silence de l'espace, nous pouvons observer une image triste. Les minces rubans de l'atmosphère de Mars sont emportés par le vent solaire, s'étirant derrière la planète en une queue invisible, semblable à celle d'une comète. Chaque seconde qui passe, Mars perd des centaines de kilogrammes d'air. Pendant des centaines de millions d'années, ce processus d'érosion implacable a dépouillé la planète rouge de son manteau chaud, la laissant nue et glaciale. La mort du bouclier magnétique n'était pas un simple événement physique, mais le début d'une réaction en chaîne. À mesure que l'atmosphère s'amincissait, la pression chutait, rendant l'eau liquide instable à la surface. Les océans ont commencé à s'évaporer plus rapidement, et la vapeur d'eau, en s'élevant, était à son tour attaquée par le vent solaire et repoussée dans l'espace. Une boucle impitoyable s'est formée, transformant un paradis prometteur en un désert mortel. Alors que vous êtes allongé ici, ressentant la quiétude de l'espace qui vous entoure, souvenez-vous de la chance que nous avons. Notre Terre a conservé un cœur brûlant, et elle maintient un bouclier magnétique puissant pour protéger notre ciel bleu et nos vastes océans. L'histoire de Mars est un rappel de la fragilité de ses conditions idéales. Le chapitre 5 se termine sur l'image du bouclier de Mars se brisant en 1000 morceaux, laissant la planète nue face à la fureur des étoiles. Nous avons compris pourquoi cette protection a disparu, mais comment le véritable agresseur, le vent solaire, opère-t-il? Comment ces vents invisibles peuvent-ils éroder toute une atmosphère immense? Nous découvrirons ensemble ce « voleur silencieux » dans le prochain chapitre. Pour l'instant, laissez cette tranquillité vous guider. Votre respiration est lente, profonde, comme le silence de l'espace entre les étoiles. Tout devient plus léger que jamais. Laissez votre respiration ralentir, devenir régulière, comme le pouls de l'univers immense. Nous venons d'assister à la destruction du bouclier magnétique de Mars, laissant la planète nue dans l'espace. Maintenant, un antagoniste silencieux émerge du centre du système solaire, entamant son voyage pour voler l'atmosphère de la planète rouge, sans relâche, pendant des milliards d'années. C'est le vent solaire, le voleur invisible mais le plus impitoyable de l'espace. Pour comprendre ce voleur,
Imaginez que notre Soleil ne se contente pas de rayonner une lumière douce ou la chaleur du jour. En réalité, le Soleil est un réacteur nucléaire géant et chaotique. De sa surface incandescente, une cascade de particules chargées microscopiques, principalement des protons et des électrons, est continuellement projetée dans l'espace, dans toutes les directions. Ce torrent se déplace à une vitesse effroyable, atteignant souvent entre 1 600 000 et 2 millions de kilomètres par heure. Imaginez une tempête qui ne s'arrête jamais, balayant tous les recoins du système solaire avec une force implacable. Sur Terre, nous avons la chance d'avoir un champ magnétique puissant pour dévier ce torrent, créant les magnifiques aurores boréales vertes aux deux pôles sans endommager l'atmosphère en dessous. Mais pour Mars, dont le bouclier protecteur a disparu, le vent solaire a commencé à éroder la planète de manières extrêmement subtiles et cruelles. Il n'est pas arrivé comme une grande explosion pour tout balayer en un instant, mais plutôt comme un courant d'eau rapide qui use un galet, un peu chaque jour, un peu chaque année, mais sans jamais s'arrêter. Les scientifiques, grâce à la mission du vaisseau spatial Maven de la NASA, un satellite moderne lancé en 2013 pour étudier l'atmosphère de Mars, ont découvert le mécanisme de ce voleur. Il y a deux manières principales par lesquelles le vent solaire dépouille Mars de son air. La première est appelée l'ionisation. Lorsque les particules solaires percutent la haute atmosphère, elles agissent comme des balles à haute énergie, frappant les molécules de dioxyde de carbone ou d'azote. Cette collision éjecte des électrons des molécules gazeuses, les transformant en particules chargées appelées ions. Une fois devenus des ions, ils sont facilement saisis par le champ magnétique inhérent au vent solaire lui-même et arrachés vers l'espace infini. La deuxième méthode est encore plus fascinante et effrayante, comparée par les scientifiques à une partie de billard au niveau atomique, appelée pulvérisation cathodique, ou, en termes plus techniques, sputtering. Imaginez les molécules de gaz flottant doucement dans la haute atmosphère de Mars. Soudain, une particule lourde du vent solaire arrive à une vitesse extrême et entre en collision frontale avec une molécule d'oxygène ou de dioxyde de carbone. La force de l'impact est si grande qu'elle transfère toute sa quantité de mouvement à la molécule martienne, la faisant être éjectée de l'attraction de la planète, comme une bille de billard frappée avec force qui s'envole de la table. Et ainsi, chaque seconde qui passe, Mars perd une quantité de gaz équivalente à environ 100 grammes à quelques kilogrammes. Vous pourriez penser que ce chiffre est minuscule pour une planète, mais faites un petit calcul mental. Au cours des 4 milliards d'années écoulées, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, sans repos, le voleur qu'est le vent solaire a poursuivi son œuvre avec persévérance. La quantité totale de gaz volé est si grande qu'elle suffirait à remplir un océan atmosphérique dense, celui-là même qui protégeait et réchauffait autrefois cette planète. Le vaisseau Maven a renvoyé des données précieuses, montrant que dans le passé, lorsque le Soleil était plus jeune et beaucoup plus actif qu'aujourd'hui, le taux de perte atmosphérique de Mars était encore bien plus effroyable. À certaines périodes, le vent solaire a balayé l'atmosphère de Mars des dizaines de fois plus rapidement qu'il ne le fait actuellement. C'est l'explication de la façon dont une planète, autrefois, couverte de nuages et de pluie, a pu devenir une momie desséchée. Imaginez-vous debout sur un haut sommet de Mars, il y a 3 milliards d'années. Vous pourriez sentir l'atmosphère s'amincir à chaque millénaire. Les nuages de vapeur d'eau, autrefois denses et masquant le soleil, deviennent de plus en plus épars. La pression atmosphérique chute, faisant bouillir et s'évaporer plus facilement l'eau des rivières. Et lorsque la vapeur d'eau s'élève, elle est à son tour kidnappée par le vent solaire. C'était une fuite sans retour possible. La planète rouge était comme une personne que l'on dépouille de ses vêtements, couche par couche, au milieu de l'hiver glacial de l'univers. La cruauté du vent solaire se manifeste aussi par le fait qu'il n'a pas seulement emporté le dioxyde de carbone pour refroidir la planète, mais il a également pris l'hydrogène, le composant essentiel de l'eau. Lorsque les molécules d'eau sont dissociées par la lumière du soleil en hydrogène et en oxygène, les atomes d'hydrogène, plus légers, sont les premiers à être emportés par le vent solaire. Sans hydrogène, l'eau ne peut plus se reformer, et Mars a perdu à jamais sa capacité à recréer ses océans.
Dans le silence de la nuit, l'histoire du vent solaire nous rappelle le pouvoir des forces invisibles. Nous ne voyons pas le vent solaire, nous ne le sentons pas sur notre peau, mais son influence peut changer le destin d'un monde entier. Mars a perdu la guerre contre ce voleur silencieux parce qu'elle a perdu son bouclier magnétique bien trop tôt. Maintenant, laissez votre esprit se reposer. L'image de ces minuscules particules d'énergie flottant dans l'espace lointain va s'estomper, laissant place à une sensation de légèreté et de relaxation. Nous avons parlé du voleur extérieur, mais Mars avait une autre faiblesse mortelle en elle-même, sa gravité. Pourquoi une si petite planète ne peut-elle pas retenir ce qui lui appartient, même sans le vent solaire? Dans le prochain chapitre, nous explorerons la gravité et l'évasion, pour découvrir que parfois, la légèreté et la modestie de la taille sont une source de souffrance dans un univers impitoyable. Pour l'instant, détendez-vous complètement et laissez votre souffle vous guider vers un état de paix profonde. Laissez votre corps s'enfoncer encore plus profondément dans le silence. Sentez chaque muscle se détendre sur la surface moelleuse. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré les agresseurs externes, comme le vent solaire ou l'affaiblissement du cœur brûlant de Mars. Mais ce soir, je veux vous parler d'un facteur intrinsèque, une caractéristique propre à la nature même de la planète rouge, qui a discrètement contribué à la disparition de son atmosphère et de ses océans bleus. C'est la gravité, ou en d'autres termes, l'attraction modeste d'une petite planète. Dans l'immensité de l'univers, chaque corps céleste possède des bras, invisibles, pour étreindre tout ce qui l'entoure. Ces bras, c'est la gravité. Imaginez la gravité comme l'amour d'une planète mère, essayant toujours de retenir ses enfants, les molécules de gaz et les gouttes d'eau, près d'elle. Notre Terre est une mer forte avec un corps imposant. Son attraction est donc très stable, assez pour retenir une atmosphère dense que nous pouvons respirer. Mars, cependant, est une mer bien plus petite et plus faible. Comme nous le savons, la masse de Mars n'est que d'environ 1/10 de celle de la Terre. Cette taille modeste a une conséquence inévitable. L'attraction à la surface de Mars n'est que d'environ 38% de celle de notre planète. Cela signifie que si sur Terre vous pesez 100 kg en posant le pied sur la poussière rouge de Mars, vous vous sentiriez léger comme une plume, ne pesant plus qu'environ 38 kg. Vous pourriez facilement faire des sauts prodigieux, avec l'impression de flotter dans un doux rêve. Mais cette légèreté si agréable pour nous est une tragédie pour l'atmosphère. Modèle. Pour comprendre pourquoi une faible gravité fait perdre son atmosphère à une planète, imaginons ensemble un concept appelé vitesse de libération. C'est la vitesse minimale qu'un objet, ou même une minuscule molécule de gaz, doit atteindre pour pouvoir échapper à l'attraction d'une planète et s'envoler pour toujours dans l'espace. Sur Terre, cette vitesse est d'environ 11 km par seconde. Une vitesse extrêmement élevée que très peu de molécules de gaz peuvent atteindre naturellement. Mais sur Mars, en raison de sa trop faible attraction, la porte vers l'espace est beaucoup plus grande ouverte. Il suffit qu'une molécule de gaz atteigne une vitesse d'environ 5 km par seconde pour pouvoir dire adieu à jamais à la planète rouge. Dans l'atmosphère, les molécules de gaz ne sont jamais immobiles. Elles sont comme de minuscules danseurs qui évoluent sans cesse dans une fête qui ne finit jamais. Elles se heurtent les unes aux autres, échangent de l'énergie et se déplacent à des vitesses différentes. La température de la planète est ce qui détermine si ces danseurs bougent vite ou lentement. Plus il fait chaud, plus leurs mouvements sont intenses. Même à des températures normales, il y a toujours quelques molécules de gaz chanceuses qui reçoivent suffisamment d'énergie au fil des collisions pour atteindre la vitesse de libération. Parce que Mars a une faible vitesse de libération, les molécules de gaz situées dans la haute atmosphère, là où l'air est déjà raréfié, sont très facilement éjectées dans l'espace. Ce processus se déroule silencieusement, petit à petit, et les scientifiques l'appellent l'échappement thermique. Les éléments les plus légers sont les premiers à s'enfuir. Il s'agit de l'hydrogène et de l'hélium. L'histoire de l'hydrogène est l'une des parties les plus tragiques de la disparition des océans sur Mars. Rappelez-vous que l'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène. Lorsque la lumière ultraviolette du Soleil frappe les molécules de vapeur d'eau dans la haute atmosphère de Mars, elle brise cette liaison
séparant l'eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène distincts. L'hydrogène étant l'élément le plus léger de l'univers, sous la faible attraction de Mars, ces atomes sont comme des ballons dont on aurait lâché le fil. Ils échappent rapidement à l'emprise de la planète et disparaissent dans l'obscurité de l'espace. Lorsque l'hydrogène s'en va, il laisse derrière lui des atomes d'oxygène solitaires. Une partie de cet oxygène s'échappe également, mais une autre partie redescend à la surface, réagit avec le fer contenu dans les roches, pour créer la couche de rouille de couleur rouge que nous voyons aujourd'hui. Ainsi, sur des milliards d'années, Mars n'a pas pu retenir ces précieux ingrédients. Plus elle perdait de gaz, plus son atmosphère devenait ténue. La pression atmosphérique a chuté à un niveau si bas que l'eau liquide ne pouvait plus exister de manière stable à la surface. Imaginez que vous faites bouillir une casserole d'eau au sommet d'une haute montagne. L'eau bouillira et s'évaporera à une température bien plus basse qu'en plaine. Sur Mars aujourd'hui, la pression est si faible que même si la température dépasse le point de congélation, l'eau ne s'écoule pas en rivière, mais se met immédiatement à bouillir et se transforme en vapeur, commençant alors son voyage d'évasion vers l'espace, aidé par la faible gravité. La petite taille de Mars n'est pas seulement une caractéristique physique, c'est une condamnation fatale. Une planète qui n'a pas une masse suffisante n'a pas assez de force pour conserver le manteau chaud qui la protège. Mars est comme un enfant essayant de retenir des grains de sable dans ses petites mains au milieu d'un grand vent. Malgré tous ses efforts, les grains de sable s'échappent inlassablement entre ses doigts et s'envolent. Dans le silence de cette nuit, alors que vous sentez la douce attraction de la Terre qui vous maintient en sécurité sur le sol, remerciez silencieusement la masse colossale de notre planète. C'est le poids de la Terre qui a permis de retenir chaque molécule d'oxygène que vous respirez, chaque goutte d'eau dans les océans qui nourrit toutes les espèces. Mars n'a pas eu cette chance. Elle était trop légère et est ainsi devenue vide. Nous terminons ce chapitre avec l'image des dernières molécules de gaz quittant silencieusement Mars, s'envolant dans le vide infini, laissant derrière elles un monde de plus en plus raréfié et glacial. La gravité a ouvert la porte à leur fuite et le vent solaire a commis le vol. Mais Mars a encore déployé de ultimes efforts pour sauver la situation. Ce sont les volcans gigantesques, ces géants de pierre qui ont tenté d'insuffler plus de vie dans l'atmosphère par de violentes éruptions. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons les volcans géants et le dernier souffle, pour voir que même les plus grands efforts de la géologie n'ont pu résister aux lois implacables de l'univers. Pour l'instant, laissez votre esprit se détendre complètement, votre respiration régulière vous emmenant dans un état de paix des plus profonds. Dans le silence de l'espace, alors que les fleuves avaient commencé à s'assécher et que l'atmosphère était érodée par le vent solaire, la planète rouge avait encore un dernier espoir pour maintenir la vie. C'était la puissance venue des entrailles de la Terre, là où des géants de pierre accumulaient silencieusement de l'énergie. Cette nuit, nous allons découvrir ensemble les plus grands volcans du système solaire et leur rôle en tant que derniers poumons, tentant d'insuffler dans l'atmosphère de Mars des souffles chauds avant que tout ne sombre dans un sommeil éternel. Si vous aviez pu flotter au-dessus du plateau de Tharsis sur Mars il y a des milliards d'années, vous auriez été stupéfait par un paysage d'une majesté indescriptible. Là, 4 volcans gigantesques s'élevaient jusqu'aux hautes couches de l'atmosphère. Le plus remarquable d'entre eux est Olympus Mons, une merveille géologique qui, si on la plaçait sur Terre, couvrirait presque toute la superficie de la France ou une grande partie de la longueur de notre pays, le Vietnam. Olympus Mons n'est pas une montagne pointue et abrupte comme le mont Everest. C'est un volcan bouclier, dont la forme en pente douce ressemble au bouclier d'un guerrier antique posé sur le sol. Mais sa grandeur réside dans les chiffres. Cette montagne atteint environ 25 km de hauteur, soit 3 fois la hauteur du plus haut sommet de la Terre. Le diamètre de sa base est d'environ 600 km. Pour atteindre son sommet, un randonneur devrait parcourir des centaines de kilomètres sur des pentes douces jusqu'à se tenir à une altitude où l'atmosphère devient si ténue qu'elle touche presque le vide noir de l'espace. Pourquoi ces volcans sont-ils si grands?
La réponse réside dans la caractéristique même dont nous avons discuté, l'absence de tectonique des plaques sur Mars. Sur Terre, la croûte planétaire est en mouvement constant, ce qui éloigne les volcans du point chaud qui fournit le magma, créant ainsi des chaînes de volcans plus petits. Mais sur Mars, la croûte est un bloc statique. Les volcans sont restés immobiles au même endroit pendant des milliards d'années, recevant vague après vague de magma, en fusion des profondeurs de la planète, accumulant couche sur couche jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille inimaginable. Ces volcans étaient la source de vie de l'atmosphère de Mars. Chaque fois qu'un volcan entrait en éruption, il ne déversait pas seulement des fleuves de lave rougeoyante, mais libérait aussi une quantité colossale de gaz venus des profondeurs de la planète. Ce processus est appelé le dégazage. Les souffles du volcan apportaient du dioxyde de carbone, de l'azote et une grande quantité de vapeur d'eau. Ce sont ces éruptions violentes qui ont continuellement compensé la perte d'atmosphère volée par le vent solaire en altitude. Pendant des centaines de millions d'années, l'activité volcanique a aidé Mars à maintenir une atmosphère suffisamment épaisse pour garder la planète au chaud et permettre à l'eau liquide d'exister. Imaginez un temps où Mars se trouvait à la frontière entre la vie et la mort. Le vent solaire impitoyable arrachait l'air des hautes couches. Mais en dessous, les coulées de lave d'Olympus Mons s'efforçaient sans relâche de pomper plus de vitalité dans le ciel. C'était une lutte acharnée entre la force destructrice de l'univers et la force créatrice des entrailles de la Terre. Tant que les volcans étaient actifs, Mars avait encore une chance de conserver le bleu de ses océans. Cependant, selon une loi implacable, toute source d'énergie finit par s'épuiser. Comme nous le savons, le cœur de Mars, son noyau de fer en fusion, s'est refroidi rapidement en raison de la petite taille de la planète. Lorsque les profondeurs se sont refroidies, l'immense source de chaleur nécessaire pour faire fondre la roche en magma a également progressivement disparu. Les flux de chaleur sous la croûte martienne ont ralenti, puis se sont complètement arrêtés. Il y a environ 1 milliard d'années, ou peut être même avant, les dernières éruptions ont eu lieu au sommet d'Olympus Mons. Les dernières coulées de lave ont refroidi, se solidifiant en couches de roches sombres. La fumée, la poussière et les gaz n'étaient plus projetés dans le ciel. Les poumons de Mars avaient officiellement cessé de respirer. À partir de ce moment, la planète rouge n'avait plus aucun moyen de compenser l'atmosphère qui se perdait jour après jour. Le silence des volcans a sonné le glas de l'espoir d'une Mars chaude et humide. Sans nouvel apport de dioxyde de carbone, l'effet de serre sur la planète a commencé à s'affaiblir considérablement. La température a chuté et l'atmosphère déjà fragile est devenue encore plus raréfiée, n'étant plus protégée de l'intérieur. Mars s'est progressivement transformé en un monde de roches et de poussière, où les géants de pierre ne sont plus que les témoins silencieux d'un passé glorieux. Les scientifiques, grâce à des images d'une grande netteté provenant des orbiteurs de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, ESA, ont étudié en détail les coulées de lave sur les flancs d'Olympus Mons. Ils ont découvert que certaines coulées semblaient très récentes, s'étant peu être formées il y a seulement environ 20 millions d'années, un chiffre très faible par rapport à l'âge de la planète. Cela montre que Mars a lutté jusqu'aux tout derniers instants, s'efforçant d'émettre les plus faibles souffles avant de sombrer complètement dans un sommeil glacial. Maintenant, alors que vous êtes allongé dans la quiétude de la nuit, essayez d'imaginer l'Olympus Mons, un géant endormi au milieu du désert rouge. Cette montagne fut jadis un symbole de la puissance régénératrice de Mars, mais aujourd'hui, elle se dresse là, seule et silencieuse, sous un ciel étoilé. Elle nous rappelle que même les entités les plus majestueuses doivent se soumettre au passage du temps et à la rudesse de l'univers. L'arrêt de l'activité volcanique n'a pas seulement causé la perte de l'atmosphère, mais a également entraîné une autre conséquence terrible. Le froid a commencé à envahir la planète et à emprisonner les gaz restants dans la roche. C'est un phénomène que les scientifiques appellent l'effet de serre inversé. Lorsque la planète n'est plus réchauffée, son propre air commence à se retourner contre elle. Le chapitre 8 se termine sur le silence qui enveloppe les plus hauts sommets de Mars. Nous avons vu la grande puissance des volcans et la tristesse de leur extinction. Dans le chapitre suivant, nous explorerons ensemble « Effet de serre inversé »
pour comprendre pourquoi Mars est devenue si froide que même son atmosphère a dû geler. Pour l'instant, laissez cette quiétude vous guider vers l'état de repos le plus parfait, où tous les sons du monde s'estompent, ne laissant que le rythme régulier de votre propre respiration. Dans le silence qui enveloppe la nuit, alors que nous avons traversé les hauts et les bas de l'histoire de Mars, des rivières tumultueuses aux majestueux volcans endormis, une question persiste dans l'espace. Pourquoi l'atmosphère de cette planète n'a-t-elle pas seulement été balayée par le vent solaire, mais semble-t-elle aussi avoir disparu dans le sol même? Cette nuit, nous allons découvrir un phénomène silencieux, mais puissant, qui a transformé Mars en une crypte de glace éternelle. C'est l'effet de serre inversée. Pour commencer, imaginez l'atmosphère d'une planète comme une couverture chaude l'enveloppant dans la froideur de l'univers. Sur Terre, cette couverture est composée de nombreux gaz, dont les plus importants sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Ces gaz ont une capacité spéciale. Ils permettent à la lumière du soleil de traverser pour réchauffer le sol, mais empêchent cette chaleur de s'échapper vers l'espace. C'est grâce à cet effet de serre naturel que notre planète maintient une température modérée, propice à l'éclosion et au développement de la vie. Il y a 4 milliards d'années, Mars possédait également une telle couverture épaisse. Son atmosphère, riche en dioxyde de carbone, créait une forte pression et maintenait la planète au chaud, même si le soleil de l'époque était encore assez faible. Mais ensuite, l'eau liquide elle-même, cette chose que nous chérissons tant, est involontairement devenue une partie du processus qui a dépouillé la planète de cette couverture. Imaginez les pluies anciennes tombant sur la surface de Mars. Lorsque les gouttes de pluie traversaient l'atmosphère, elles dissolvaient une grande quantité de dioxyde de carbone, formant un acide faible. Lorsque cette eau s'écoulait sur la surface et s'infiltrait profondément dans les couches de roches riches en silicium, calcium et magnésium, une réaction chimique lente mais persistante se produisait. Le dioxyde de carbone, au lieu de rester dans l'air pour réchauffer la planète, se retrouvait emprisonné dans les minéraux, formant de solides couches de roches carbonatées. Les scientifiques appellent cela le processus d'altération chimique. Sur Terre, nous avons aussi ce processus, mais nous disposons d'un formidable mécanisme de recyclage. Les plaques tectoniques de la Terre se déplacent constamment, entraînant ces couches de roches contenant du dioxyde de carbone profondément dans le manteau en fusion. Ensuite, les volcans entrent en éruption et libèrent ce gaz dans l'atmosphère. C'est un cycle parfait, mais Mars, comme nous le savons, est une planète à la croûte statique et au noyau en refroidissement. Une fois le dioxyde de carbone piégé dans la roche, il n'avait plus aucun moyen de revenir. Mars n'a pas de recyclage, et sa couverture chaude s'est amincie au fil des millénaires. À mesure que la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère diminuait, une boucle infernale a commencé à se former. La planète a commencé à se refroidir. Et lorsque la température a chuté en dessous d'un certain seuil, la vapeur d'eau dans l'air a commencé à se condenser et à geler, se transformant en couches de neige blanche, recouvrant le sol. L'eau sous forme de glace ne retient pas la chaleur aussi bien que la vapeur d'eau, et la couleur blanche de la glace et de la neige réfléchit la lumière du soleil vers l'espace, rendant la planète encore plus froide. C'est à ce moment que l'effet de serre inversée a plongé Mars dans l'abîme glacial. Lorsque la température est descendue à des niveaux extrêmes, même le dioxyde de carbone restant dans l'air n'a pu conserver son état gazeux. Au pôle de Mars, la température est tombée en dessous de -125 degrés Celsius. À ce point de congélation, le dioxyde de carbone a commencé à se solidifier en glace carbonique et à tomber à la surface. Imaginez une scène silencieuse sur Mars à cette époque. Au lieu de pluies d'eau rafraîchissante, la planète recevait des chutes de neige de dioxyde de carbone aride. Plus il y avait de gaz gelés en roche et en neige, plus l'atmosphère devenait ténue. La couverture chauffante était désormais si déchirée et fragile qu'elle ne pouvait plus retenir la moindre chaleur. La pression atmosphérique a chuté de façon spectaculaire, provoquant la congélation ou l'évaporation rapide de toute goutte d'eau liquide restant à la surface. Les sondes modernes comme Curiosity ou Perseverance de la NASA ont trouvé des preuves claires de ce processus.
En forant profondément dans les anciens cratères d'impact, elles ont découvert la présence de minéraux carbonatés et d'argile, les prisons, qui ont retenu l'atmosphère de Mars pendant des milliards d'années. C'est une ironie de la nature. Les conditions mêmes nécessaires à l'eau et à la vie primitive ont contribué à l'effondrement du système climatique de la planète entière. Aujourd'hui, Mars apparaît comme une leçon sur l'équilibre fragile. Si une planète est trop petite, elle n'aura pas assez de chaleur pour maintenir le cycle de son atmosphère. Une fois que les réactions chimiques commencent à éliminer les gaz à effet de serre sans compensation volcanique, la planète tombe dans un piège glacial sans issue. Mars n'a pas pu résister à la loi de l'inertie géologique. Alors que vous êtes allongé ici, sentez la chaleur de l'air qui vous entoure. C'est grâce à l'activité persistante du cœur de la Terre, qui recycle et fournit continuellement les gaz nécessaires au maintien de la vie. Mars a perdu cette chance il y a très longtemps. La planète n'est plus qu'un monde dont le souffle a été fossilisé dans la roche et gelé aux deux pôles. La disparition de l'atmosphère et le froid glacial ont conduit à un dénouement inévitable pour les océans bleus. L'eau ne peut pas disparaître complètement de manière mystérieuse, elle doit bien aller quelque part. Toute l'eau de Mars s'est-elle envolée dans l'espace, ou une grande quantité se cache-t-elle encore quelque part où nous ne l'avons pas encore vue? Le chapitre 9 se termine sur l'image d'une planète frissonnant sous son manteau de glace carbonique grisâtre. Nous avons compris comment le piège de la température s'est refermé sur Mars. Dans le prochain chapitre, nous mènerons ensemble une grande enquête. À la recherche de l'océan perdu, nous suivrons les dernières traces de l'eau pour voir si elle s'est enfuie ou si elle dort sous la poussière rouge. Maintenant, détendez complètement vos doigts, vos orteils, et sentez la légèreté se propager. Votre respiration est régulière, lente, vous menant à l'état le plus relaxé. Tous les mystères de l'univers nous attendront au prochain chapitre. Dans le silence absolu de la nuit, alors que votre souffle est devenu régulier et que votre esprit est prêt pour des rêves lointains, rejoignez-moi pour la plus grande enquête de l'histoire de l'astronomie. Nous savons que Mars fut autrefois une planète bleue avec de vastes océans couvrant un tiers de sa surface. Mais aujourd'hui, en regardant la réalité, la planète n'est plus qu'un désert rouge et aride. Alors, où est passée cette quantité colossale d'eau? S'est-elle évaporée dans le néant ou se cache-t-elle encore quelque part, attendant d'être réveillée? Imaginez que vous êtes un détective cosmique devant une scène de crime vide. Les lits de rivières asséchés, les deltas arides sont les preuves que la victime, c'est, à dire les océans, était bien là. Les scientifiques estiment que la quantité d'eau qui existait sur Mars était suffisante pour former un océan recouvrant la planète entière avec une profondeur moyenne de plusieurs centaines de mètres, voire plus d'1 millier de mètres dans certaines zones. C'est une masse d'eau gigantesque, équivalente à des millions de milliards de litres d'eau. Le premier indice nous mène haut dans le ciel. Comme nous l'avons appris dans les chapitres précédents, le vent solaire a sans cesse bombardé la mince atmosphère de Mars. Lorsque les molécules d'eau ont été dissociées en hydrogène et en oxygène par la lumière ultraviolette, les atomes d'hydrogène, plus légers, ont définitivement quitté la planète pour s'envoler dans l'espace. Les scientifiques utilisent de puissants télescopes pour mesurer le rapport entre les différentes formes d'hydrogène dans l'atmosphère martienne actuelle. Ils ont découvert que la quantité d'hydrogène lourd, une forme plus rare et plus difficile à échapper, est aujourd'hui très élevée. Cela prouve qu'une très grande quantité d'eau s'est réellement évaporée et a disparu dans l'univers au cours de milliards d'années. Cependant, la fuite vers le ciel ne peut expliquer la totalité de la disparition des océans. Une grande partie de cette eau doit se trouver quelque part de plus proche. Et le deuxième indice nous mène aux deux pôles de la planète rouge. Sous la couche de glace carbonique, faite de dioxyde de carbone que nous voyons habituellement, se trouvent de véritables calottes de glace d'eau, épaisses de plusieurs kilomètres. Si nous pouvions faire fondre toute la glace du pôle sud de Mars, la quantité d'eau serait suffisante pour recouvrir toute la surface de la planète d'une couche d'eau de 11 mètres de profondeur. Bien qu'impressionnant, ce chiffre ne représente encore qu'une petite fraction des grands océans du passé. Alors, où se trouve le reste? La réponse pourrait se trouver juste sous nos pieds, au plus profond de la roche. Le troisième indice nous amène aux minéraux, hydratés. Lorsque l'eau s'est infiltrée à travers les couches rocheuses,
il y a des milliards d'années, elle a participé à des réactions chimiques et s'est retrouvée piégée à l'intérieur de la structure de minéraux comme l'argile ou le gypse. Au lieu de couler en rivière, l'eau est devenue une partie intégrante de la roche. Certaines études récentes suggèrent que 30 à 90% de l'eau ancienne de Mars pourrait avoir été emprisonnée de cette manière dans la croûte de la planète. Mars n'a pas tant perdu son eau qu'elle n'a avalé ses propres océans au cœur de ses entrailles. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Le quatrième indice, et le plus passionnant, vient d'être révélé par les données sismiques de l'atterrisseur InSight de la NASA. En écoutant les vibrations profondes de la planète, les scientifiques ont trouvé la preuve d'un gigantesque trésor d'eau liquide enfouie profondément sous la croûte martienne. Pas à quelques mètres, ni à quelques centaines de mètres, mais à une profondeur allant d'environ 11,5 à 20 km. Là, l'eau pourrait s'infiltrer dans les fissures d'un ancien granit. On estime que la quantité de cette eau souterraine est si grande qu'elle pourrait remplir tous les anciens océans de Mars. Imaginez un monde souterrain, sombre et silencieux, où des gouttes d'eau datant de 4 milliards d'années existent encore paisiblement, protégées de la rudesse du vent solaire et du froid glacial de la surface. C'est un océan oublié, si profond que nous ne pouvons l'atteindre avec aucune technologie de forage actuelle. L'existence de cette eau apporte un espoir immense. S'il y a de l'eau liquide, pourrait-il y avoir de minuscules germes de vie réfugiés dans ces profondeurs? La quête de l'océan perdu nous a mené des hautes couches de l'atmosphère, à travers les calottes glaciaires d'un blanc immaculé, jusqu'aux strates rocheuses les plus profondes. Nous réalisons que Mars n'a pas simplement égaré son trésor. La planète a subi une transformation douloureuse, où son eau a été arrachée par l'univers, gelée par le froid et ensevelie par sa propre roche. L'eau sur Mars existe aujourd'hui sous 3 formes discrètes. Un peu d'humidité fragile dans l'air, des masses de glace dures comme la pierre aux 2 pôles, et une grande quantité d'eau liquide endormie dans les profondeurs souterraines. La présence d'eau, sous quelque forme que ce soit, est une promesse pour l'avenir, un indice crucial pour que l'humanité puisse un jour rêver de poser le pied sur cette planète et de la faire revivre. Tandis que vous êtes allongé ici, sentant le bien-être se répandre dans tout votre corps, imaginez ces gouttes d'eau anciennes, immobiles sous la poussière rouge. Elles sont comme de lointains souvenirs qui, bien que recouverts par le temps, n'ont jamais vraiment disparu. Le monde de Mars nous rappelle que le plus grand trésor d'une planète ne réside pas toujours dans son apparence éclatante, mais se cache dans les endroits les plus silencieux et les plus intimes. Nous refermons notre enquête sur les océans perdus avec un sentiment de soulagement. L'eau est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Pour mieux comprendre comment les scientifiques ont méticuleusement assemblé les pièces de ce puzzle, nous aurons besoin de l'aide d'un détective très spécial en orbite autour de Mars. Il s'agit de la mission MAVEN, la sonde spatiale qui a complètement changé notre façon de voir l'atmosphère de la planète rouge. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ensemble les découvertes révolutionnaires de cette mission. Pour l'instant, laissez le calme vous envelopper, votre respiration devenir régulière et douce, comme les vagues souterraines au plus profond de Mars. Tout devient flou, laissant place à un état de relaxation absolue. Laissez votre esprit continuer à vagabonder parmi les étoiles, où l'immensité de l'espace berce votre sommeil d'un silence absolu. Nous avons parcouru un long chemin pour comprendre les pertes de Mars, de son noyau refroidi à ses océans ensevelis. Mais comment les humains, à des millions de kilomètres de distance, peuvent-ils savoir exactement ce qui se passe dans l'atmosphère de la planète rouge? Ce soir, je vais vous présenter un détective silencieux qui travaille sans relâche en orbite martienne, la mission MAVEN. MAVEN est l'acronyme anglais d'une très longue phrase qui signifie « Mission pour l'évolution de l'atmosphère et des composés volatiles sur Mars ». Cette sonde spatiale a été lancée par la NASA en novembre 2013, et après un long voyage de 10 mois à travers l'espace sombre, elle est entrée en orbite autour de Mars en septembre 2014. Depuis lors, MAVEN est devenu les yeux et les oreilles de l'humanité, nous aidant à percer le mystère de la destination de l'atmosphère martienne. Imaginez MAVEN comme un grand albatros planant au sommet du ciel martien. Au lieu de regarder vers le sol
à la recherche de rivières asséchées, Maven pointe ses instruments sophistiqués vers l'espace et vers les minces couches d'air restantes. Elle ne reste pas immobile, mais effectue des plongeons spectaculaires, descendant à seulement 150 km au-dessus de la surface, pour directement goûter et sentir les molécules de gaz de la plus haute atmosphère. La découverte la plus importante que Maven nous a apportée est l'identification du véritable voleur de la planète. Grâce à des mesures extrêmement précises, les scientifiques ont observé en temps réel le processus par lequel le vent solaire dépouille Mars de son atmosphère. Maven a mesuré qu'en moyenne, chaque seconde qui passe, Mars perd environ 100 grammes d'air dans l'espace. Imaginez, chaque seconde, une quantité de gaz équivalente au poids d'une grosse pomme est soufflée à tout jamais. Ce chiffre peut sembler faible pour une planète entière, mais sur des milliards d'années, c'est ce qui a vidé le ciel de Mars. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette érosion constante. Maven a découvert un fait encore plus stupéfiant en observant les colères du Soleil. Lorsqu'une puissante tempête solaire frappe, le taux de perte atmosphérique de Mars n'est plus de 100 grammes, mais il monte en flèche, devenant 10, voire 20 fois supérieur à la normale. Les particules à haute énergie du Soleil balaient Mars comme une tornade violente, emportant les molécules d'oxygène, de dioxyde de carbone et d'hydrogène à des millions de kilomètres. Cela montre que dans un passé lointain, lorsque le Soleil était beaucoup plus jeune et plus actif qu'aujourd'hui, l'atmosphère de Mars a été décapée à une vitesse effroyable. Maven nous aide aussi à mieux comprendre comment les gaz s'échappent. Certaines molécules sont éjectées en ligne droite, mais il y a aussi des flux de gaz qui sont emportés en une longue traînée, formant une immense queue magnétique derrière la planète, semblable à la queue d'une comète invisible. Grâce à son spectromètre, Maven a pu voir de minces nuages d'hydrogène et d'oxygène s'échappant de Mars, créant un halo pâle autour de la planète, invisible à l'œil nu. Une autre découverte intéressante de ce détective est le changement saisonnier sur Mars. En été, lorsque la surface de la planète est plus chaude, d'immenses tempêtes de poussière peuvent pousser la vapeur d'eau plus haut dans l'atmosphère. Là, la vapeur d'eau est facilement décomposée par la lumière du Soleil et emportée par le vent solaire. Ainsi, Maven a prouvé que Mars continue de perdre de l'eau et de l'air chaque jour, bien qu'à un rythme plus lent qu'il y a des milliards d'années. Les données de Maven sont comme les dernières pièces d'un immense puzzle. Elles permettent aux scientifiques de remonter le temps, de simuler l'atmosphère de Mars il y a 4 milliards d'années. Le résultat est stupéfiant. Mars avait autrefois une atmosphère au moins aussi dense que celle de la Terre aujourd'hui, avec une pression suffisante pour maintenir des rivières au courant rapide et des océans où les vagues clapotaient. Tandis que vous êtes allongé ici, ressentez la quiétude d'une nuit sans vent. Dans un lieu lointain, Maven continue de tourner silencieusement autour de la planète rouge, renvoyant de minuscules signaux radio contenant les secrets de l'univers. Elle nous rappelle que pour comprendre une planète, nous devons parfois regarder non seulement ce qu'elle possède, mais aussi ce qu'elle a perdu et comment l'espace a façonné son destin. La mission Maven a répondu aux questions comment et quand l'atmosphère de Mars a disparu. Elle confirme que cette perte est un processus continu et irréversible, sans intervention extérieure. Ces réponses venues de l'orbite nous ont aidés à mieux comprendre la fragilité de la vie et l'importance du bouclier protecteur que possède la Terre. Le chapitre 11 se termine sur l'image de la petite sonde spatiale glissant entre l'ombre et la lumière, persévérante et résiliente. Nous avons obtenu des réponses scientifiques solides, mais dans les différences entre Mars, la Terre et une autre sœur, Vénus, des leçons fascinantes nous attendent encore. Pourquoi 3 planètes ayant des débuts similaires ont-elles connu des destins si radicalement différents? Dans le prochain chapitre, nous effectuerons une grande comparaison entre ces 3 mondes pour voir la merveille de l'agencement de l'univers. Pour l'instant, laissez votre esprit se détendre complètement, votre souffle régulier vous guider vers un état de paix profonde, où toutes les questions sont apaisées par le silence de la nuit noire. Dans le silence de la nuit profonde, laissez votre esprit s'envoler doucement, dépassant les frontières de Mars pour contempler la grande famille des planètes rocheuses de notre système solaire. Nous nous demandons souvent
Pourquoi nos trois plus proches frères et sœurs, Vénus, la Terre et Mars, ont connu des destins si différents? Pourquoi l'un est-il devenu une fournaise, l'autre un paradis de vie, et le dernier un désert glacial? Cette nuit, nous chercherons ensemble la réponse à travers une grande comparaison entre ces trois mondes. Imaginez l'aube du système solaire, il y a plus de 4 milliards d'années. À cette époque, ces trois planètes se ressemblaient beaucoup. Toutes trois étaient des sphères de roches en fusion, enveloppées d'une atmosphère dense et avec de l'eau liquide à leur surface. Elles étaient comme trois graines semées sur le même lopin de terre cosmique, mais des différences de position et de taille les ont conduites sur trois chemins radicalement opposés. D'abord, rendons visite à la sœur de la Terre, Vénus. Vénus a une taille et une masse presque identiques à celle de notre planète, mais elle se trouve environ 40 millions de kilomètres plus près du Soleil. Cette proximité est la source de toute la tragédie. Sur Vénus, la température initiale était déjà plus élevée, provoquant une évaporation intense de l'eau. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre extrêmement efficace. Elle a piégé la chaleur du Soleil et a réchauffé davantage la planète. Un cercle vicieux s'est alors enclenché. Plus il faisait chaud, plus l'eau s'évaporait. Et plus il y avait de vapeur d'eau, plus la planète se réchauffait. Finalement, tous les océans de Vénus ont bouilli jusqu'à s'évaporer complètement dans l'espace. Sans eau pour absorber le dioxyde de carbone dans les roches, ce gaz s'est accumulé dans le ciel à une concentration terrifiante. Aujourd'hui, Vénus est enveloppée d'une atmosphère 90 fois plus dense que celle de la Terre, avec une température de surface dépassant les 460 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. C'est un effet de serre galopant qui a transformé cette planète en un véritable enfer. À l'autre extrême, nous nous tournons vers Mars, la petite dernière. Mars est la plus éloignée du Soleil parmi les trois et ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Comme nous le savons, c'est cette petite taille qui a empêché Mars de conserver la chaleur de son noyau. Son cœur s'est refroidi trop vite, lui faisant perdre son bouclier magnétique protecteur. Sans ce bouclier, le vent solaire a arraché son atmosphère. Et sans atmosphère, la planète est tombée dans un état de gel éternel. Si Vénus est une fournaise ardente, Mars est un congélateur vidé de son air. Deux destins opposés, mais qui mènent tous deux à des conditions si hostiles qu'elles rendent toute vie impossible. Et puis, regardons notre foyer, la Terre. Nous avons eu la chance de nous trouver à un emplacement parfait, ni trop près pour être calciné comme Vénus, ni trop loin pour être gelé comme Mars. Mais l'emplacement ne fait pas tout. La Terre a eu la chance d'avoir une taille suffisante pour maintenir sa chaleur interne pendant des milliards d'années. Notre cœur de fer en fusion continue de tourner, créant un champ magnétique puissant qui protège notre ciel bleu. La Terre possède également un mécanisme miraculeux d'autorégulation grâce au mouvement des plaques tectoniques. Lorsqu'il y a trop de dioxyde de carbone, il se dissout dans les océans et est emprisonné dans les roches. Puis, grâce aux éruptions volcaniques, une quantité juste suffisante de gaz est renvoyée dans le ciel pour nous garder au chaud. C'est un cycle parfait que ni Vénus ni Mars n'ont pu connaître. La différence entre les trois planètes peut se résumer en trois facteurs: la distance au Soleil, la taille de la planète et l'activité de son noyau. Vénus était trop chaude pour garder son eau, Mars trop petite pour garder son air, tandis que la Terre réunissait toutes les conditions idéales. Cette comparaison nous fait prendre conscience de la fragilité et de la préciosité de la planète sur laquelle nous vivons. La Terre est comme une oasis de paix située entre deux extrêmes dévastateurs de l'univers. Imaginez ces trois planètes comme trois voyageurs sur le chemin du temps. Le voyageur Vénus portait trop de manteaux et a suffoqué dans sa propre chaleur. Le voyageur Mars a laissé tomber son unique manteau et tremble dans le froid glacial de l'espace. Seul le voyageur Terre a su ajuster ses vêtements pour se sentir toujours à l'aise et confortable. Les scientifiques appellent souvent la zone où se trouve la Terre la zone boucle d'or, du nom de la petite fille du conte de fées, qui ne choisissait que le bol de porridge, ni trop chaud, ni trop froid. Cependant, à travers l'histoire de Mars et de Vénus, nous comprenons que cette zone n'est pas immuable. Si nous ne savons pas protéger notre atmosphère, la Terre pourrait tout à fait glisser progressivement vers l'une de ces deux tristes fins.
Mars est une leçon sur la perte de la protection interne, tandis que Vénus est une leçon sur la perte de contrôle des gaz à effet de serre. Chaque fois que vous regarderez le ciel nocturne, que vous verrez Vénus scintiller comme un diamant ou Mars rougeoyer comme une braise, souvenez-vous que ce sont des miroirs, reflétant différents scénarios de l'histoire planétaire. Ils nous rappellent notre chance et la responsabilité que nous avons de préserver cette atmosphère précieuse. Maintenant que cette comparaison s'achève, vous pouvez sentir la chaleur réconfortante de la Terre vous envelopper, l'air que vous respirez, l'oxygène doux qui entre dans votre poitrine. Tout cela est le fruit d'un équilibre miraculeux qui a duré des milliards d'années. Mars a eu cette chance, mais elle l'a laissé filer. La disparition de l'atmosphère de Mars n'a pas seulement laissé un désert de roches, elle a aussi laissé derrière elle la plus grande question de l'humanité. Durant son âge d'or verdoyant, la vie a-t-elle eu le temps de germer? Nous clôturons le chapitre 12 avec une profonde gratitude pour notre planète bleue. Dans le prochain chapitre, nous nous plongerons dans les mystères de la biologie sur la planète rouge. La vie a-t-elle existé? Nous chercherons à savoir si de minuscules micro-organismes ont un jour nagé dans les océans perdus de Mars. Maintenant, détendez complètement votre corps. Ressentez la sécurité absolue sous le bouclier magnétique de la Terre. Votre respiration est lente, régulière, vous guidant vers un sommeil des plus profonds et paisibles. Dans le silence de la nuit noire, alors que les récits d'océans perdus et d'atmosphères arrachées résonnent encore, une question immense et troublante surgit dans nos esprits. Sur cette planète rouge, la vie a-t-elle un jour germé? Au cours de ces milliards d'années d'histoire mouvementée, de minuscules organismes ont-ils considéré les rivières et les lacs de Mars comme leur foyer? Cette nuit, nous suivrons ensemble les traces les plus infimes pour tenter de percer ce grand mystère. Imaginez Mars il y a 4 milliards d'années. C'était un monde chaud, où la pluie tombait et où des rivières tumultueuses coulaient. Les scientifiques pensent qu'à cette époque, Mars réunissait les 3 ingrédients essentiels pour créer la vie telle que nous la connaissons. Le premier ingrédient était l'eau liquide, le solvant magique de toutes les réactions chimiques de la vie. Le deuxième était les sources d'énergie, de la douce lumière du soleil à la chaleur, émanant des sources chaudes volcaniques. Et le troisième, tout aussi important, était la présence des éléments chimiques nécessaires, comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre. La recherche de la vie sur Mars ne commence pas par la découverte de petits hommes verts, mais par celle de grains de poussière et de minuscules molécules chimiques. L'une des étapes les plus importantes a été la mission du rover Curiosity dans le cratère de Gale. Là, ce robot persévérant a foré profondément dans d'anciennes couches de roches sédimentaires et a découvert des composés organiques complexes. Du carbone, le fondement de toute forme de vie sur Terre, a été trouvé dans des échantillons de roches datant de plus de 3 milliards d'années. La présence de ces molécules organiques ne confirme pas avec certitude qu'il y a eu de la vie, mais elle prouve que les briques nécessaires à sa construction étaient bien présentes. Pénétrons plus profondément dans le cratère de Gale. Il y a des milliards d'années, cet endroit était un vaste lac d'eau douce, avec un pH neutre, ni trop acide, ni trop alcalin, un environnement parfait pour le développement de micro-organismes. Curiosity a également trouvé des minéraux contenant du soufre, de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène dans un état chimique que des micro-organismes auraient pu utiliser comme source d'énergie. Cela signifie que si nous pouvions ramener une bactérie terrestre dans ce lac à cette époque, elle aurait pu y prospérer. Un autre mystère fascinant est l'apparition de méthane sur Mars. Sur Terre, la majeure partie du méthane dans l'atmosphère est produite par des organismes vivants, que ce soit par des bactéries dans l'estomac des animaux ou par des processus de décomposition organique. Les orbiteurs et le rover Curiosity ont détecté à plusieurs reprises des bouffées de méthane s'échappant de manière anormale du sol martien. Pourquoi ce méthane apparaît-il pour ensuite disparaître? Est-ce le résultat de réactions chimiques entre la roche et l'eau souterraine, ou est-ce le faible souffle de micro-organismes endormis profondément sous la poussière rouge? Cette question attend toujours une réponse satisfaisante des futures missions. En 2021, le rover Perseverance de la NASA a atterri dans le cratère Jezero,
un site qui abritait autrefois un delta fluvial majestueux, se jetant dans un grand lac. La mission de Persévérance est très spéciale. Il recherche des biosignatures. C'est, à dire, des formes ou des fossiles microscopiques d'anciennes bactéries préservées dans la roche. Les fines couches de sédiments ici sont comme un journal de pierre, capable de préserver les structures les plus fragiles de la vie d'il y a des milliards d'années. Persévérance est actuellement en train de collecter méticuleusement les carottes de roche les plus précieuses, les scellant dans des tubes en métal, en attendant qu'un autre vaisseau spatial vienne les chercher pour les ramener sur Terre dans le futur. Il existe une autre hypothèse audacieuse, selon laquelle la vie sur Terre pourrait en réalité provenir de Mars. À ses débuts, alors que Mars se refroidissait plus vite et devenait habitable avant la Terre, les premiers micro-organismes auraient pu se former sur la planète rouge. Ensuite, de terribles impacts de météorites auraient projeté dans l'espace des fragments de roches contenant des bactéries. Ces fragments, après avoir erré pendant des millions d'années, seraient tombés sur Terre comme des graines de vie. Si cela est vrai, alors nous, les êtres humains qui nous tenons ici, pourrions être les lointains descendants des anciens habitants de Mars. Cependant, nous devons également faire face à une dure réalité. Même si la vie y a un jour germé, elle a dû mener une lutte désespérée pour sa survie, alors que l'atmosphère et l'eau disparaissaient progressivement, lorsque le bouclier magnétique s'est désintégré et que les vents solaires ont balayé la planète. La surface de Mars a été bombardée de rayonnements ultraviolets et de rayons cosmiques nocifs. L'eau liquide en surface est devenue rare, puis a complètement disparu. Si la vie existe encore aujourd'hui, elle a certainement dû se retirer profondément sous terre, où subsiste un peu de chaleur interne de la planète et où elle est protégée des radiations mortelles par d'épaisses couches de roches. La quête de la vie sur Mars ne vise pas seulement à satisfaire notre curiosité pour une autre planète. C'est un voyage pour nous comprendre nous-mêmes et notre place dans l'univers. Si la vie peut se former indépendamment sur deux planètes voisines, cela signifierait que cet univers regorge de vie. Mais si Mars, avec toutes ses conditions initiales idéales, reste une planète morte, nous réaliserons à quel point la vie sur Terre est un miracle précieux et fragile. Imaginez un jour, lorsqu'un jeune astronaute ramassera une pierre sur Mars et verra au microscope l'image d'une simple cellule fossilisée. Cet instant changerait toute l'histoire de l'humanité. Ce serait l'affirmation que nous ne sommes pas seuls et que la vie est une force tenace qui cherche toujours à s'épanouir même dans les conditions les plus extrêmes. Ce chapitre se termine sur l'image du cratère Jezero, silencieux sous le crépuscule bleuté de Mars. Les robots continuent de travailler en silence. Les tubes d'échantillons de roches attendent sous le sable rouge. Le mystère de la vie sur Mars est comme un beau rêve qui se dévoile peu à peu, pas à pas, au gré des avancées de la science. Détendez votre corps, sentez la douceur qui vous enveloppe. L'histoire des germes de vie anciens nous a emmenés loin, mais le voyage n'est pas encore terminé. Maintenant que Mars est devenu un désert glacial, que peuvent faire les humains pour changer ce destin? Pouvons-nous ramener le vert sur cette planète? Dans le prochain chapitre, nous entrerons ensemble dans un grand rêve du futur. Le rêve d'une Mars verte, la terraformation. Nous découvrirons si la technologie humaine est capable de ressusciter une planète morte. Pour l'instant, laissez cette quiétude vous guider et que votre respiration régulière vous emmène dans un état de paix profonde. Dans le silence de la nuit, après avoir traversé ensemble les vicissitudes douloureuses de la planète rouge, de son aube radieuse à son déclin, en un désert de glace, laissez votre esprit s'ouvrir à un nouvel horizon. Ce soir, nous ne regarderons pas seulement le passé, mais nous rêverons ensemble d'un avenir lointain. Un avenir où la main et l'intelligence de l'homme pourraient accomplir un miracle. Ressusciter une planète morte, c'est le concept de terraformation. Un grand rêve visant à faire de Mars une seconde demeure verdoyante pour l'humanité. Imaginez, dans 1000 ans, nos descendants levant les yeux au ciel et ne voyant plus un point rouge et mélancolique, mais une planète bleu-vert, traversée de bandes de nuages blancs. Pour réaliser ce rêve, nous devons résoudre les problèmes fondamentaux que Mars a rencontrés pendant des milliards d'années. Nous devons réchauffer la planète, recréer une atmosphère et, surtout, créer un bouclier protecteur
pour que nos efforts ne soient pas une nouvelle fois balayés par le vent solaire. La première étape, et la plus cruciale de ce grand projet, est de réchauffer la planète. Ironiquement, ce que nous redoutons sur Terre, l'effet de serre, est la clé pour sauver Mars. Les scientifiques ont avancé des idées audacieuses, comme la construction d'usines gigantesques à la surface de Mars, dans le seul but de produire des gaz à effet de serre superpuissants. Ces gaz ont la capacité de retenir la chaleur des milliers de fois plus que le dioxyde de carbone. À mesure que leur concentration augmentera, la température à la surface de Mars commencera à grimper progressivement depuis ses niveaux négatifs de plusieurs centaines de degrés Celsius. Une autre idée, tout aussi romantique, est d'utiliser d'immenses miroirs faits d'un film ultra léger flottant en orbite. Ces miroirs, larges de plusieurs centaines de kilomètres, concentreraient la lumière du Soleil sur les calottes polaires de Mars. La chaleur de ces rayons concentrés ferait fondre la glace permanente. Alors, des milliards de tonnes de dioxyde de carbone piégées sous forme de glace carbonique se sublimeraient, se répandant dans l'atmosphère, créant une atmosphère plus dense qui, à son tour, accélérerait le réchauffement de la planète. C'est une boucle de rétroaction positive. Plus la planète se réchauffe, plus l'atmosphère s'épaissit. Et plus l'atmosphère s'épaissit, plus la planète se réchauffe. Mais comment protéger cette nouvelle atmosphère de l'érosion par le vent solaire? Des scientifiques de la NASA ont proposé une solution révolutionnaire: créer un champ magnétique artificiel. Au lieu d'essayer de redémarrer le noyau refroidi de Mars, nous pourrions placer un générateur de champ magnétique géant à un point spécial dans l'espace, entre le Soleil et Mars. Cet appareil créerait un bouclier magnétique, déviant le torrent de particules chargées provenant du Soleil, permettant à Mars de se trouver en sécurité dans une zone d'ombre magnétique. Une fois ce bouclier en place, l'atmosphère que nous aurions mis tant d'efforts à construire ne serait plus dérobée. Une fois que l'atmosphère sera suffisamment dense et que la température dépassera le point de congélation, le véritable miracle de la vie commencera. Nous ne planterons pas d'arbres immédiatement, mais commencerons par les organismes les plus résistants. Des types spéciaux de bactéries et de mousses seront introduits sur Mars en premier. Ils entameront le processus de photosynthèse, absorbant le dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène. Au fil des siècles, les sols rocheux d'un rouge éclatant commenceront à se couvrir d'une teinte vert pâle. L'eau souterraine et celle des pôles fondra, s'écoulant dans les anciennes vallées, remplissant les lacs asséchés depuis des milliards d'années. Essayez d'imaginer ce que ressentiront les premiers humains qui pourront respirer l'air de Mars sans scaphandre. Ce sera un air frais, portant l'odeur de la terre humide et le parfum de la vie nouvelle. Des forêts de pins commenceront à pousser sur les flancs des volcans et de véritables pluies tomberont après des milliards d'années d'attente. Mars ne sera alors plus un monde étranger, mais une terre promise, un témoignage de la puissance de la volonté humaine face à l'immensité de l'univers. Cependant, terraformer une planète n'est pas l'affaire d'une seule génération. C'est une symphonie qui s'étend sur des centaines, voire des milliers d'années. Elle exige l'unité de toute l'humanité et des ressources colossales que nous commençons à peine à imaginer aujourd'hui. Certains pensent que nous devrions laisser Mars en paix, avec sa beauté sauvage et intacte, mais d'autres croient que la mission de l'humanité est de répandre les germes de la vie à travers l'univers. Alors que vous êtes allongé ici, sentant la douceur du sommeil approcher, laissez le rêve d'une Mars verte apaiser votre esprit. Ce rêve ne concerne pas seulement la science ou la technologie, mais l'espoir. Il nous montre que même si une planète peut tout perdre à cause des lois impitoyables de la physique, l'intelligence et la compassion humaine peuvent compenser ces pertes. Mars est un rappel du passé, mais aussi un phare pour l'avenir. Le chapitre 14 se termine sur l'image d'une petite pousse s'élevant du sol rouge de Mars sous un ciel qui commence à prendre une teinte bleu-vert. Nous sommes passés de la tristesse de la perte à l'espoir de la renaissance. Notre voyage d'exploration de la planète rouge touche à sa fin. Pour conclure, nous devons revenir sur les leçons que Mars a enseignées à l'humanité et sur leur signification pour l'avenir de notre chère Terre. Dans le dernier chapitre, nous ferons le bilan de tout ce voyage et écouterons le message de notre voisine rouge. Maintenant,
Laissez votre respiration devenir très légère, très profonde, et sentez la relaxation se propager du sommet de votre tête jusqu'à vos talons. Tout devient flou et extraordinairement paisible. La nuit est avancée, et l'espace autour de vous est sans doute maintenant plongé dans un silence doux et apaisant. Nous avons parcouru ensemble un très long voyage, traversant des milliards d'années d'histoire et des millions de kilomètres dans l'espace pour comprendre le destin de la planète rouge. De ses débuts resplendissants avec des océans d'un bleu profond jusqu'à sa transformation en un désert glacial, l'histoire de Mars n'est pas seulement une leçon d'astronomie, mais aussi un message profond pour chacun d'entre nous, habitants de cette planète verdoyante. Ce soir, dans le dernier chapitre de notre série sur la chaîne Savoir avant de dormir, nous prendrons un moment pour méditer sur les précieuses leçons que Mars a laissées à l'humanité. La première et plus importante leçon que Mars nous enseigne est la fragilité des conditions idéales. Avant de connaître Mars, nous considérions souvent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la chaleur du soleil comme des choses acquises, aussi naturelles que notre propre souffle. Mais Mars nous a montré que pour qu'une planète puisse abriter la vie, une coordination parfaite et délicate de très nombreux facteurs est nécessaire. Il suffit d'un petit changement dans la taille de la planète, d'un refroidissement prématuré de son noyau métallique ou de la rupture de son bouclier magnétique invisible pour que tout un paradis puisse s'effondrer et disparaître à jamais. Mars avait tout, mais elle a tout perdu à cause des lois implacables de la physique de l'univers. Quand nous regardons Mars, c'est comme si nous nous regardions dans un miroir reflétant le futur ou le passé des planètes. Elle nous rappelle la valeur inestimable du cœur de la Terre. Nous avons une chance incroyable de vivre sur une planète dont le noyau de fer liquide tourbillonne encore puissamment, créant un champ magnétique solide pour nous protéger des vents solaires impitoyables. Sans ce bouclier, notre ciel serait également érodé, nos océans se seraient évaporés, et la Terre ne serait rien de plus qu'une momie desséchée dans l'espace. La leçon de Mars nous aide à apprécier davantage chaque brise fraîche, chaque averse et chaque rayon de soleil chaud, car nous comprenons qu'ils sont le résultat d'un équilibre miraculeux que toutes les planètes n'ont pas la chance d'avoir. Mars laisse également à l'humanité une leçon qui nous met en garde concernant l'atmosphère et les gaz à effet de serre. Nous avons vu comment un effet de serre inversé a piégé le dioxyde de carbone dans la roche et a entièrement gelé la planète rouge. À l'inverse, sur sa sœur Vénus, un effet de serre excessif a tout consumé. La Terre se trouve entre ces deux extrêmes, dans un équilibre fragile. L'histoire de Mars nous rappelle que l'atmosphère est une ressource précieuse, mais aussi très vulnérable. Bien que les changements sur Mars se soient produits naturellement sur des milliards d'années, ils nous montrent l'importance de maintenir une composition de l'air stable. Comprendre comment Mars a perdu son atmosphère aide les scientifiques de la NASA et d'autres organisations à obtenir plus de données pour protéger notre propre atmosphère face aux changements climatiques en cours. Plus que des leçons de physique, Mars nous enseigne aussi la persévérance et la curiosité humaine. Des dizaines de missions, des premiers petits vaisseaux aux rovers modernes comme Perseverance ou Curiosity, témoignent du désir insatiable de connaissance de l'humanité. Nous ne voyons pas seulement Mars comme une planète morte, mais comme un grand livre d'histoire contenant les secrets de nos propres origines. La recherche de la vie sur Mars, ou le rêve d'un jour terraformer cette planète en verre, aide l'humanité à dépasser ses propres limites pour se tourner vers un avenir plus vaste parmi les étoiles. Mars nous enseigne que nous ne sommes pas des entités séparées de l'univers. Notre destin est lié à celui des planètes et des étoiles. Lorsque nous comprenons pourquoi Mars a perdu son atmosphère et ses océans, nous comprenons en même temps mieux notre place dans le système solaire. C'est une position pleine de chance, mais aussi pleine de responsabilité. Cette responsabilité n'est pas seulement de protéger notre maison actuelle, mais aussi de préparer les premiers pas de l'homme sur de nouveaux mondes. Imaginez une soirée dans le futur où les humains se seront réellement installés sur Mars. Les enfants nés sur la planète rouge lèveront les yeux vers le ciel et verront la Terre comme un point bleu scintillant, un paradis lointain que leurs ancêtres ont protégé main dans la main. À ce moment-là, l'histoire de la façon dont Mars a perdu son atmosphère deviendra une leçon fondamentale pour chaque génération
afin qu'elle comprenne que la vie est un miracle qui doit être chéri avec tout notre amour et notre intelligence. Notre voyage de 15 chapitres touche maintenant à sa fin. Nous avons commencé dans les déserts poussiéreux du présent, sommes revenus à son aube resplendissante, avons été témoins de la puissance des volcans, de la cruauté du vent solaire et du silence des océans enfouis. Nous avons aussi rêvé ensemble d'un avenir où le vert reviendrait sur la planète rouge. Espérons que ces connaissances vous ont apporté une perspective nouvelle, douce et inspirante sur le vaste univers. Maintenant que les dernières pages de l'histoire de Mars se ferment, laissez votre esprit se détendre complètement. Les images des étoiles, du bouclier magnétique ou des anciennes rivières s'estomperont progressivement, cédant la place à une paix profonde dans votre âme. Vous êtes dans les bras chaleureux de la Terre, protégé par une atmosphère douce et une gravité stable. Il n'y a plus rien à craindre, plus rien à presser. Merci de nous avoir accompagnés dans Connaissance pour s'endormir tout au long de ce voyage fascinant. Prenez une profonde inspiration. Sentez la légèreté se répandre dans tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. La Terre continue de tourner, les étoiles continuent de scintiller, et Mars est toujours là, tel un vieil ami silencieux, nous racontant les leçons éternelles du temps. Tout s'est conclu de manière parfaite. Nous vous souhaitons un sommeil profond et réparateur, et de faire de beaux rêves de nouveaux horizons au sein de la vaste galaxie. Au revoir et bonne nuit.